Rwanda n'abadukurikiye mu mahanga mu Rwanda rugari, banyita Cyusantwari, kandi uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa bari mu mahanga mu Rwanda yo muri Amerika, n'abari mu Rwanda yo muri Canada. Mubitwemereye turavuga mu ndimi z'amahanga, mu Cyongereza no mu Gifaransa. So welcome everyone. We're very glad to have wonderful panelists today on a very important topic. Some of us are tuned in from the USA and some of us are tuned in from Canada. My name is Cyusantwari. Today the topic is going to be the chronology of the conflicts in Eastern Congo, Kivu Region. As you know, it's been an ongoing hot topic. And we had a lot of hopes in the last couple of years with the new administration in Kinshasa, with the new president, His Excellency Tshisekedi Chilombo, Felix Antoine, excuse me. But in some recent events, we were very surprised, and the least we could say in Kigali and other Rwandans in the diaspora were very disappointed, because that was an administration of hope, an administration of new beginnings. So with no further ado, today I'm joined by experts in what they've studied, experts in where they've lived. Many of them actually have lived in the Congo, given our very known past as Rwandans. Many of us have grown in exile. Many of us had to flee in neighboring countries of Rwanda, and one of them, to many of us, was the Democratic Republic of Congo, previously called Zaire. I'm joined here by Dr. Fiacre Bienvenu and Madame Marie-Grace Ruzindana. In the interest of the different languages spoken by our diaspora members and by people following us, today we'll be speaking in both languages, en français and in English. Dr. Fiacre Bienvenu is going to be the one responding in the language of Shakespeare, and Madame Marie-Grace Ruzindana will be answering dans la langue de Molière. So with that, I'll pass the microphone to Dr. Fiacre Bienvenu. If you can just give us a kind of an introduction, high pitch of yourself, and please, as you're doing this with your background, obviously, let us know as well what's your tie to this beautiful neighboring country that is the Democratic Republic of Congo. Dr. Fiacre, please. Thank you, Kyusa. My name is Fiacre Bienvenu. I am a professor of political science and Black studies. I teach African politics, I teach international relations, and I teach also race in America and in diaspora in general. After the so-called social revolutions in 1959, my grandfather left his home in Cyangugu, then also formerly known as Kinyaga, and fled into Congo. And there they endured hardship. After several years of trying and resisting and resilience rather, and wars, they moved to Burundi. In Burundi, they were kept in camps, and there he didn't think they would survive. He would talk a lot about the Mushiha life experience. And so seeing that it was going to be hard to survive, or being perched between this statelessness and also this type of run now or you may not survive tomorrow type of situations. So they they found their way back into the north of Burundi, and they wound up in Ubugesera, thinking that things would be any better. But there, the government of Rwanda then kept them into the zone called Ubugesera, notorious for its mosquitoes, tsetse, and also the jungle wildlife, which they were subjected to, thinking that the nature will take care of themselves. So tired again of staying in this life, he found a way to get back into
now Cyangugu. So he moved his family back in Cyangugu. Myself, I would be later born on the Zairian soil, but I grew up in Rwanda. So beyond academic interest, my story is perhaps an example of how this matter is cyclically entangled into this geography. Thank you very much, Dr. Fiacre. Bienvenue. Now, je vais me tourner vers vous, Madame Marie-Grâce Luzindana. Un peu comme Dr. Fiacre, c'est me tourner vers vous pour que vous introduisiez à nos chers auditeurs et auditrices. Dites-nous un peu ce que vous faites au Canada et aussi votre lien avec l'ancien Zaïre connu comme la République démocratique du Congo. Merci. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà dit, je m'appelle Umurirwa Marie-Grâce Rosindana. Et comme mon frère a dit tout à l'heure, moi je suis née au Rwanda et j'ai quitté le Rwanda quand j'avais 4 mois. Et mes parents aussi se sont réfugiés au Burundi. J'ai étudié l'école primaire au Burundi, j'étais en Gagara. Et puis, il y a une sœur religieuse qui était amie à ma sœur et qui a dit que c'est très difficile d'être réfugié au Burundi et avoir accès aux études secondaires et universitaires. C'est comme ça qu'elle a dit à ma sœur, voilà, je vais prendre votre petite sœur, comme ça elle va venir avec moi au Congo et elle va commencer son école secondaire et puis l'université. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Kinshasa et c'était la sœur de M. Bisengimana Barthélemy qui a été le DIRCAB du président Mobutu. Donc j'ai fait mes études, j'ai fait les études supérieures d'infirmière au campus de Kinshasa. Puis je me suis mariée à un Congolais et puis j'ai eu 4 enfants. Et puis tout d'un coup, comme mon frère le disait, tout a basculé en 96 où on était obligé de quitter le Congo. Et à ce moment-là, il y avait la AFDL. Et comme mon mari travaillait comme conseiller de Kengo à l'époque, et on nous a pourchassés, et disant que bon, ils ont des femmes tutsi rwandaises, que même Kengo est rwandais, donc toute une espèce de rhétorique. Alors, on s'est réfugiés, moi et mes enfants, nous sommes réfugiés à l'ambassade du Canada et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Canada. La famille s'est retrouvée au Canada. Mais j'ai passé presque toute mon adolescence. Je vous ai dit que j'étais mariée là-bas jusqu'à 96. Donc, j'ai passé presque le quart de ma vie à Kinshasa. Et où j'ai côtoyé les Congolais parce que entre-temps, je ne vous ai pas dit, j'ai circulé, j'ai été à l'école secondaire à Kwilungongo, c'était le Bas-Zaïre à l'époque, et puis j'ai été à Kimpese, au Bas-Zaïre encore, donc je connais un peu plus la région et je connais un peu plus, ou bien les langues locales, maintenant je les ai oubliées, mais je parlais très bien Kikongo et je comprenais aussi Chiluba à force de côtoyer mes collègues et mes amis. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Canada. Mais entre-temps, au Canada, comme on a fui, je n'avais pas de diplôme, comme quoi j'étais infirmière là-bas, j'ai dû recommencer à zéro. Et c'est comme ça que j'ai eu ma licence au Canada. Puis j'ai un peu exercé. Et puis maintenant, je suis ici à Kigali pour m'occuper un peu de mes affaires. J'ai une clinique qu'on appelle la clinique d'harmonie que mon mari m'a laissée, que j'essaie de gérer tant bien que mal. Merci. Merci beaucoup, Madame Marie-Grâce.
c'est toujours intéressant de voir le parcours que beaucoup de Rwandais ont connu comme le vôtre. C'est pour nous autres, la génération née dans les années 90, ça, c'est des histoires qu'on a entendues par tant de nos parents comme vous. Et c'est toujours très émouvant parce qu'on voit le lien qu'il y a fraternel entre les deux pays et malheureusement, deux fois, la politique veut nous séparer, mais finalement, en entendant même que vous parlez Chiluba, Kikongo, Kinyarwanda, sûrement même le Swahili, un peu de Lingala, c'est vraiment montrer à quel point nos peuples sont vraiment des peuples de tout temps voisins qui ont fraternisé, les mariages rwando-congolais. Donc, encore une fois, vraiment merci de s'être joindre à nous. With that, I was going to turn back to you, Dr. Fiak. As you know, in the first quarter of 2022, it's been a quite tumultuous quarter, let's put it this way, in the Kivu Lake. I was very curious in knowing the state of the affairs. Paint us a picture of the current situation in Eastern DRC. What events that have been recently going on there? Is there any side to this conflict that is not being talked about? And what kind of regional implication does this have? And why should we pay attention? Thank you. Thank you, Kyusa. As you mentioned, it's no surprise the crisis in Eastern DRC is not new. In fact, the region itself has multiple times been described as the land of confrontation or a region in turmoil. There is a book which was written by the harbinger bringer, notorious Philip Regents, that he titled The Great African War, which earned him notoriety in the field of African studies here. But everything that's described in the Congo has always been attached to Rwanda. And it's of course, it's blamed on Rwanda. Rwanda is scapegoated for everything that has gone haywire in the region. Again, this is not the first time the region has gone through a turmoil moment. Perhaps what's different at this time on this latest episode of the crisis now, and that's what we're going to talk about. There was always something that was going on before. There was something that was either improperly handled or dismissed at all. And then we see and that culminated into an outburst or something that would be talked later about. But in the latest episode in this crisis in Congo was, the triggering event was or happened on June 17th this year. It was a Friday when an irate, rogue acting member of the Congolese Armed Servicemen, FARDC, crossed the border. And again, reports say that he was acting erratically, claiming that he wanted to enter the territory of Rwanda in response to M23 entering his country from Rwanda. And so he started shooting, and he wounded two Rwandan officers at the border and customs in Rubavu. And in response, he was shot dead. So, and that sparked a whole array of reaction on multiple levels, be it on the population, the public, but also the civil society, but also the government, and also in the region. And so what you have seen following that incident, that particular incident, was when politicians went out and began spreading or broadcasting messages that unleashed a wave of popular uprising. And then you have seen it percolating on the internet. And the most memorable one that I saw was a video where you had people getting out of their houses and running on streets with shovels, swinging machetes and hoes and other traditional arms. The harrowing images you kind of really see, and they thrust you back in the times where
Interahamwe were ruling streets and neighborhoods in Rwanda. And the message, the central message going around is, of course, that Rwanda is behind M23, and it's in a cunning, in an uncanny way. The hidden message or the codified message in there is that these are Rwandans, the government of Rwanda, innuendo being that it's a Tutsi government and it's supporting their allies in the Congo, and therefore this has to be dealt with in a radical way. And from there, we also see videos still running around the internet, which is that they're spreading this bile of hatred, but also xenophobia against Tutsi in the northern region, but also in the south of Kivu in general. That's the message being spread out there, and so that's just on the popular side. And also, when you watch the reaction of their politicians in Congo, for example, there was an interview following that event that was given by the Rwandan Foreign Affairs Minister, Dr. Vincent Biruta, who clarified this incident and why it had happened, that events previous similar had happened before, and that the Rwandan government was watching what was going on. And but it did take notice of the event. And we heard also a similar interview given by his counterpart on the Congolese side, the Foreign Affairs Minister of Congo, Mr. Christophe Lutundula, who also had more in a tone akin to that of the Rwandan Foreign Minister, and was more measured and rational. But shortly after that, you had his Minister of Information giving an interview on a news organization in Europe in French, which he said, and I quote him, "Rwanda has declared us a war." And so from there, you also have a message which was given by the head of state of Congo, President Tshisekedi, also confirming that he had credible information that Rwanda had supported was behind the M23. And so the message is even expanding and growing this anti-Rwanda sentiments. The messages from there have gone on M23 being a rebel group to being actually people explaining it. They say M23 Rwanda. So tied to it. And the consequence of that is, of course, the implications or the implied message is that there is an enemy in Congo, in this part of the Congo, and the crafted, this has a huge psychological impact. We've seen this kind of movie before. We know how these messages work, the workings of this type of events when they unfold. So they're crafting an internal, the enemy within message, being tied to a foreign land that they do not belong to the land in the Congo. And of course, when you have that kind of moment, and it just suffices to have something similar or another magnifying factor playing into it, then everything goes haywire where it's beyond control. So that's more or less what we have seen. I was going to say also on the regional level, you don't see also anything that's really helping to ease or deactivate this wave of tension that can go sideways any time. You have a coalition of countries there in the region, every effort going on. So you have a group of countries in the region ganging up against Rwanda, and another also, Rwanda is really left with Rwanda who are seeing this problem. The Uganda voicing that there is a security concern for Rwanda in the region. But of course, that's not happening. And there's no effort, you see, concerted effort in that way where
there's actually going to be some dialogue that are genuinely aimed at deactivating it, especially tuning down this widespreading hatred and the messages that are spreading across the region. Thank you very much. It's always impressive to see how complex and how thorough sometimes one has to be to explain this, because sometimes when you just hear it or see some social media posts, you would think it's something that is very binary, like black and white, whereas there's so many gray areas, so many nuances, and obviously some politicians are leveraging those nuances and making it appear as simple. So with that, now that we've kind of understood a little bit the state of the affairs as we're speaking in 2022, I'll turn back to the other panelists, vous, Madame Marie-Grâce, pour un peu comprendre quand même. On ne peut pas regarder aujourd'hui sans se retourner et regarder hier et même avant-hier. Quel est un peu, si vous pouvez un peu nous aider, et encore une fois, on pourrait passer des heures et des heures, mais donnez-nous un peu une grande aperçu de pré-colonial à la colonie, durant la colonie à maintenant, genre vraiment comprendre cette dynamique de qui sont les rwandophones, qui sont les Banyarwanda, qui sont ceux qui étaient... Parce qu'il y a tellement de couches quand on parle de Rwandais au Congo, que c'est jamais facile de vraiment comprendre. Et pour que chaque fois, tout rwandophone au Congo soit renvoyé à Kigali, quand je dis Kigali, l'administration de Kigali, j'aimerais bien comprendre, vous qui avez vécu là-bas, vous qui avez vécu dans différentes parties, avez vu aussi différentes parties et avez vraiment eu des liens très étroits avec la communauté congolaise de par votre mariage. Je me demandais comment comprendre. Vous avez dit qu'en 96, vous avez été victime aussi de xénophobie. Donc, comment comprendre un peu le passé historique qui nous amène à aujourd'hui, qu'il y a encore des gens qui, dès qu'ils voient quelqu'un au faciès, entre guillemets, rwandais, on est direct renvoyé à Kigali, alors que certains ne connaissent que la région du Kivu, certains ne connaissent que Masisi, certains ne connaissent que Rutshuru. Donc, j'aimais un peu me tourner vers vous. Quelle est l'origine, quelle est l'histoire derrière pour que les gens décident de prendre les armes pour se défendre en tant que rwandophone? La parole est à vous, Madame Marie-Grâce. Oui, j'ai vu beaucoup de politiciens qui disent que les conflits actuels datent de 96. Ce n'est pas vrai. Déjà, après l'assassinat de Lumumba, il y a eu une espèce de dissension entre les Lumumbistes, MNC, les gens du Bas-Congo, qu'on appelle les gens de Kasavubu. Et puis, en 65, quand le président Mobutu a pris le pouvoir, il s'est immiscé entre les deux camps, entre Tshombe et de Lubumbashi et Kasavubu du Bas-Zaïre. C'est comme ça qu'il a pris le pouvoir entre les deux. Il est parvenu à s'immiscer là-dedans. Et bien sûr, avec les puissances extérieures, on parle de la CIA, on parle de la guerre froide entre la CIA et le KGB, et entre la Russie et les États-Unis, parce que Lumumba, on le considérait comme un communiste, et que Mobutu était plutôt pour les Américains, c'est-à-dire capitaliste. Donc, comme Mobutu est parvenu à être au pouvoir, il y a eu encore une guerre entre ce qu'on appelait la guerre Kanyarwanda. La guerre Kanyarwanda, c'était entre 63 et 66. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu as des réfugiés en 59 qui fouillaient la dictature de Kayibanda, ils sont venus évidemment se réfugier autour de
du Rwanda, c'est-à-dire en Ouganda, les autres au Congo, les autres en Tanzanie, etc. Mais encore une fois, quand il y a eu cette guerre, c'était des autochtones, c'est-à-dire les Barundais et les Nyanga, et qui étaient en train de combattre les nouveaux venus, c'est-à-dire des réfugiés. Mais je vous rappelle que déjà au XVIe siècle, il y avait les Banyarwanda, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de république, il n'y avait pas de la République démocratique du Congo ou bien le Rwanda ou bien le Burundi. Non, c'était le royaume du Congo, c'était le royaume du Rwanda. Donc, ces gens-là se sont retrouvés au royaume du Rwanda. À Rutshama, c'était le royaume du Rwanda. Ce n'est qu'après la division des frontières par la conférence de Berlin que les uns se sont retrouvés au Congo et que les autres se sont retrouvés au Rwanda, tout simplement. Donc, nier qu'il n'y avait pas de Banyarwanda à cette époque-là, alors qu'ils sont venus même de très loin, on parle du XVIe siècle, et M. Eli Kiambokolo, qui est un très grand historien, situait même les Banyarwanda au XIe siècle, parce que c'était des royaumes à cette époque-là. Donc, ce sont des gens qui étaient chez eux jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est ça l'aperçu. Et parce que Mobutu, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est heurté à beaucoup de rébellions. Je ne vais pas me traîner sur les rébellions au Congo. Depuis l'arrivée de Mobutu en 1965, il y a eu la guerre de Shkra. Les gendarmes Katang, il y avait chef Soumia, c'était comme ça. Et quand Mobutu a voulu maintenant reprendre le pouvoir, il est Um, Dr. Fiak, with your permission, I see Madame Grasse, I think maybe ran into some connectivity issues. So I'll just proceed to actually I had some questions because again, you can imagine this topic, there's always a question arising. So I was turning to you to kind of try to understand if DRC has Kinyarwanda speaking citizens, shouldn't that be a Congolese problem first and foremost? What do you say to the critics who argue that Rwanda is interested in protecting Tutsi in another sovereign country and that only through chaos caused by groups like M23 that can happen? Can that happen? Also, is this crisis exclusively a Congo-Rwanda issue? Does Rwanda have any stakes in the Congo conflict? Is it only regional or also global? Again, sorry, it's quite a big question, but hopefully you can give us some hints. Because again, as you know, it's not in this exchange that we're going to solve, in an hour, everything. But I hope by some of the questions you give, you can orient us, books, reliable sources where people can dig more in depth, but at least give us some directions in some of these questions. Thank you. Thank you. And it's this complete distortion of the course of events, considering the history that Grass just described to us of how this region is intermingled into each other. It's interwoven, and the interconnectedness of events, which means when an event happens in one place,
it has direct implications or consequences into the other. But the idea that Rwanda is up against Congo or seeks to turn the Eastern DRC into its strategic hinterland, it's just it's an unfounded reasoning. If you observe what is going on into DRC, Rwanda, and you just not they are you don't read just the academic materials to understand this. You don't need to to even rely on academic materials to watch this. So you can even listen to the messages that are happening around, or frame the messages framed around these questions of M23, FDLR, and the ways in which FRDC involved into countering this problem. But Rwanda's main concern into DRC is security. It's national security beyond anything else. And there is actually a phrase in Kinyarwanda that goes as "Inkoni kubise mukaso uyirenza urugo," which is, we can exhaustively try to translate it as, the stick that has been used to beat your stepmother, you throw it off the fence. And there is, what's interesting about this phrase or this metaphor is that it's really the child who's evoked into this imagery. It's the child, which tells you there's an element of anticipation. And the father, who supposedly uses the stick to beat the mother or the stepmother, is absent, but he represents also the threat or the source of the threat. And the element also, and forgive me to dwell on this phrase, and I'm still laying out the theory so that we can better make sense of the facts and actually make sense of what is really going on. But the third element there is, in this imagery, or in this adage, the event, the threat is there, but it's also not there. It hasn't happened yet, but it has happened, and it's from a lived experience, something you have already witnessed, and you're trying to avert for that to happen again. So when states are into a region or in an environment where it is difficult to predict what can happen, when you live in an unstructured environment, and this is 101, is theories of international relations. But when states are unaware of what's going on, and what is going on across the border should always be of interest of any state. So in the case of DRC, we know it has harbored the Interahamwe and FDLR. It's not the first time. We know what this force represents. And some reports, of course, try to trivialize this group and decline it to insignificance, that they do not pose a real threat on the national security of Rwanda. And the answer to that, I don't care what people think. What matters really is what the officials in Rwanda who have information that we don't have actually think, and what the assessment of the threat is. That's what should matter. But bottom line is, FDLR represents more than just a physical force. It's the ideology. When you hear this spread of this xenophobic bile that associates Tutsi on one hand and then Tutsi on the other, and turning them into foreigners, this has a huge ramification. It means that things can go haywire at any moment. And for Rwanda to stay attuned to that it's a legitimate sovereign concern. And so to the extent that there's no such thing when you're beyond the country, there's no such thing in any environment or international system, no such thing as 911 or the emergency line in Rwanda, it's 112. Forget what that is in DRC.
But whenever you are in an unstructured environment like that, where there's no credible or ways in which you can predict events of what's going to happen if you don't act this way or not the other, when there's no way you can preempt and avert a security threat, which is an existential threat in Rwanda, from the past, of course, then security becomes an expensive commodity. And whoever has a grip on it, whoever has it, he holds or they hold onto it, because security in that case does not exist in infinite supply. And anytime you lose it, it can plunge the entire region into another moment that into another 94 we have seen before. So if perhaps to our friends who have yet to travel to Rwanda, if you went to Rwanda and you would take interest into reading what media, right, state media, but also independent media, but also spend time just conversing with ordinary citizens and just understand how Rwandans think and what are their priorities. And you will realize that there are two words that actually keep coming every time, two words, which is an indication of how Rwandans collectively think about this issue or the threat that is percolating in the region. And also this will give you an indication of the kind of ideas and wisdom that go into the decisions that are made at the higher echelons of the state. And those words are genocide, and this being the genocide, the 1994 genocide against the Tutsi, and the harrowing memories all that brings every time just to think about it. And the second word is subsidiary to the first one is umutekano, national security. For the past 28 years, Rwanda has heavily invested, has been building. This is what people don't know about Rwanda. Invested into building and architecture and efforts, considerable efforts into building structures that guarantee that never again into the future of Rwanda. And so for Rwanda to stay abreast about what is going on across the border is beyond just being able to secure the region to which then you can have economic interest and you can trade together, and then you can have that together. But it's also the poisonous recipes that the remnants of the genocidaire forces still represent in the region. So in that sense, with the historical interconnectedness of these countries, you would not come to the conclusion that Rwanda is merely interested in meddling into another domestic affairs in another country. It's more than, it's because what happens in Rwanda always has implications, what has always happened in another country has always had implications in another. We'll perhaps get more time to come back to this answer because it's quite spacious, but more or less, Rwanda has national security concerns. The authorities, officials in Rwanda deem it as an existential threat. It's a vital element to the national security and to the survival of one country in Rwanda, and not just a matter that's tied to one country. Thank you once again. We always appreciate when people are again allowing us to have some more in-depth attention, and specifically when you think of we're bombarded by so much information that sometimes it's hard to decipher what's reliable and what's kind of false. So thank you very much, Dr. Fiak.
Madame Marie-Grâce, je me retourne vers vous encore et merci encore une fois de l'avoir donné un bon contexte historique. J'avais une question, c'est souvent, euh, après ce contexte historique, on se rend compte que souvent, dès qu'il y a eu le mouvement du 23 mars en 2012, dès qu'il y a une rébellion dans le Kivu, alors qu'il y en a plus de 120, comme vous le savez, il y en a vraiment beaucoup, mais particulièrement Kinshasa, dès que c'est le M23 qui défend la cause des rwandophones, des Banyarwanda, donc des Congolais, mais qui ont des ancêtres du 17e, 18e siècle qui sont rwandais, directement on pointe à Kigali, alors qu'il y a 120 rébellions, alors que le Congo a plus de 9 frontières avec 9 autres pays souverains. Donc je me demandais pourquoi vous croyez que chaque fois, si j'ose dire, Kinshasa prend ce raccourci, dès qu'il y a le M23 qui défend ses intérêts des rwandophones dans le Kivu, direct on pointe du doigt, alors qu'il y a, si on enlève le M23, il y a 119 autres rébellions. Pourquoi souvent l'accent est mis sur Kigali, l'accent est mis sur le M23 plus que l'océan des autres rébellions, s'il vous plaît. Je crois que dans la région, il y a certaines sympathies vis-à-vis du FDRL. Ça, c'est un. Parce que n'oubliez pas qu'en 2012, quand il y a eu M23 et que le M23 est parti jusqu'à Goma, la première chose à faire, c'était que les Nations Unies maintenant décident d'envoyer la brigade spéciale de l'ONU pour combattre tous les groupes armés. Mais comme le lobbyiste était Kikwete à ce moment-là, qui avait des attachements avec les Hutus génocidaires, moi je n'ai pas peur de le dire, et eh bien il a fait le lobby vis-à-vis d'Obama à cette époque-là. Et puis aussi des organismes qui se trouvent à Kinshasa et à tout le monde. Donc, ils nous ont bernés, ils ont fait une résolution comme quoi ils vont éliminer tous les groupes armés au Congo. Ce n'était pas vrai. Il a suffi qu'ils commencent par le M23 et quand ils ont défait le M23, ils se sont arrêtés. Donc, cela veut dire qu'en fait, c'était le M23 qui était le problème. Parce que pour Kikwete, il fallait qu'il combatte les M23 et en même temps, comme il avait, je crois, le droit de poursuite, là où les M23 puissent aller se réfugier, il croyait qu'ils allaient se réfugier ici au Rwanda et puis les poursuivre jusque-là et puis faire entrer les FDRL. Et l'opération n'a pas marché, il a échoué. Et les M23, la plupart des M23, les éléments du M23 sont partis en Ouganda, les autres sont restés au Rwanda. Voilà, c'était le premier échec. Mais à partir du moment où les M23 étaient là, c'est comme les boucs émissaires, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a un échec diplomatique ou un échec économique ou un échec de nos pays voisins, et quand il y a toujours, vous allez remarquer que quand il y a toujours des élections, on soulève quelque chose comme bouc émissaire. Et il se trouve que même Mobutu le faisait. Je me rappelle très bien que quand il ne voulait pas de l'UDPS, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de mettre dos à dos les Kassaïens, dont Tshisekedi est originaire, et puis les Kassapars, les gens de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont remballé les Kassaïens. Tout le monde, c'était une opération qu'on appelait Mutoto Wamama. C'était des Lubumbashi, des Lushois, des gens de Lubumbashi qui emballaient tous les Kassaïens qui étaient là depuis des décennies. Ils les ont remballés jusque chez eux au Kasaï et il y en a même eu 2000 morts. Donc, et quand Mobutu a vu qu'il y a eu, c'était une question de punir l'UDPS de Tshisekedi, bien sûr,
Et il s'est retourné et dit, ah non, je vais pacifier parce que moi, je veux la paix. Il est parti là-bas, il a pacifié, tout est revenu normal. Il a nommé le premier ministre qui était Kyungu, l'autre était Nguz Karlibond, tous du Shabbat. C'est comme ça qu'il joue. Et même quand il y a eu de conflits entre les Rwandais et les Nyanga, Mobutu est venu un pacificateur. Au fait, il voulait prolonger son mandat. C'est comme ça qu'ils le font toujours. Kabila n'a pas eu la chance, le papa n'a pas eu la chance, mais Kabila aussi a fait la même chose. Il a joué le glissement et mettant les 1-23, soulevant les Maïmaï, Nyatura, les Maïmaï Kodo, les Kodeko, tout ce monde-là, tout ce groupe-là, ce sont des créatures de Kabila. Donc, celui-ci maintenant, il fait la même chose. C'est la fin de son premier mandat, un mandat extrêmement négatif, 0 mandat, et puis il dit, oh, je me rappelle qu'il y a les M23. Entre-temps, avec les accords du M23 que Kabila a signé, il n'a jamais mis ça en application. Ce monsieur Tshisekedi, la même chose. Donc, ils jouent sur ça pour prolonger leur pouvoir parce qu'ils savent très bien qu'ils sont impopulaires. Voilà le conflit. Et ne croyez pas que c'est autre chose. C'est une question politique. On les utilise pour faire le glissement. Ne vous étonnez pas qu'un jour, demain après-demain, Tshisekedi dit « Non, je ne peux pas faire les élections parce qu'il y a la guerre. » C'est ça. Alors, quand ils se mettent à dos le Rwanda, c'est une autre chose. C'est parce que les FARDC, avec le FDRL, collaborent, surtout les officiers militaires qui font le trafic d'or, des minerais, du coltan et tout, avec les FDRL. Donc, si maintenant on applique les accords, les accords du M23 avec la République, qu'est-ce qui va se passer? Les FDRL vont disparaître. Et maintenant, ces généraux qui avaient la même mise sur les minerais avec les FDRL n'auront plus de quoi faire. Donc, ils sont en train de perpétuer cette guerre et plus cette guerre se prolonge, plus ils s'enrichissent. N'oubliez pas que les officiers de Tshisekedi, pendant que les nôtres sont à la retraite, 55 ans, 48 ans, 50, eux, ils sont toujours là parce que ce sont des anciens mobutistes, la plupart. Ce sont des généraux de 65 ans, ce sont des généraux de 67 ans. Donc, qui sont là que pour s'enrichir. Il n'y a pas longtemps que même Tshisekedi lui-même a dit qu'il a entendu parler que les officiers de FARDC sont en collaboration avec les FDRL pour les trafics illicites. Il savait de quoi il parle parce qu'après une espèce de condamnation de 6 officiers, ils les ont condamnés à mort. Donc, ils faisaient le trafic en Ituri, ils vendaient des armes à Kodeko et au Maïmaï, Nyatura et à ces gens-là. Tous ces de 145 armées, c'est la République démocratique du Congo qui les nourrit. Donc, pour maintenant chercher ce qu'on appelle le bouc émissaire, ils disent, oh non, le 1v3, ce sont des Tutsis. N'oubliez pas qu'au Congo, quand vous parlez des Rwandais, on ne parle que des Tutsis, le faciès. Je me rappelle qu'il y a un Congolais qui est venu ici à Kigali, il est venu avec son collègue et il dit, mais où sont les Rwandais? Moi, je ne vois pas les Rwandais. Il dit, mais monsieur, mais les Rwandais sont là. On est chez eux. Il dit, ah bon, ce sont des Rwandais aussi? Donc, vous voyez cette espèce d'amalgame et de confusion. Mais quand on est au Congo, on appelait tous les rwandophones les Kivusiens. Oh, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu es du Kivu? Ils ne connaissaient pas ces histoires de rwandophones, de Rwandais. Non. Ils disaient, non, il est du Sud Kivu ou bien il est du Nord Kivu. Donc, cette histoire-là, comme mon frère a dit, cette histoire-là, ça s'est exacerbé quand il y a eu des génocidaires en 1994, quand ils ont fui. Donc, ils ont contaminé, c'est comme une espèce de vermine, ils ont contaminé toute la région.
Et n'oublie pas qu'à cette époque-là, même avant que Mobutu était là, Habyarimana lui-même commençait déjà à nourrir un groupe qui s'appelle Magrivi, donc la mutuelle des agriculteurs de Virunga, qui étaient des Congolais Hutus. Il les a payés de l'argent pour aller donc dans toutes les communautés dire que, au fait, les Tutsis ne sont pas des Congolais, il ne faut pas les accepter, ce sont des réfugiés. Donc, c'était le pêle-mêle, une espèce de pêle-mêle. Mais en 65, Mobutu a donné la nationalité zaïroise à tous les Rwandais qui se trouvent au territoire du Congo depuis 1960. Cela veut dire que les rwandophones qui étaient là, les Congolais rwandais qui étaient là d'expression rwandaise, que ce soit Hutu et Tutsi, n'étaient pas concernés. Il a donné la nationalité aux réfugiés de 59. Donc, il faut que les gens soient clairs pour ça. Parce que quand on dit en vrac, les Rwandais, on a donné la nationalité à tous les Rwandais. Non, on a donné la nationalité à tous les Rwandais qui se trouvaient sur le territoire congolais à partir de 1960. C'est comme ça. Donc, quand on parle, et puis les politiciens congolais savent de quoi ils parlent, ils jouent à la politique politicienne, mais ils savent très bien ce qui s'est passé. Bisengimana, qui était le DIRCAB du président Mobutu, on a octroyé aussi la nationalité congolaise à cette époque-là. Et il était son DIRCAB. Donc, on ne peut pas dire que aujourd'hui je suis canadienne et que tout d'un coup on me dit non, 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 tu n'es plus canadien. C'est pas comme ça que ça se passe. Je n'ai pas demandé à être canadienne. C'est le Canada qui m'a octroyé la nationalité. Comme ces rwandophones, les Rwandais réfugiés, qui étaient réfugiés au Congo depuis 1950-60, ils n'ont pas demandé cette nationalité. C'est Mobutu qui les a octroyé cette nationalité. Voilà. Merci beaucoup. Unfortunately, I see that we're running against time. So I think, as I had alluded earlier, it's hard in an hour to cover centuries of geopolitics, centuries of nomadic movement, and you thinking of those borders that a lot of them were imposed on us when there was the Berlin Conference, those borders that did not honor the people that have families on different side of the Kivu Lake, families that until today can tell you, I have an uncle, I have an aunt on this side of the Kivu Lake, I have as well family on that side, and that not meaning that they're from different countries, because countries are oftentimes things that were made up later in the colonial time, but they used to have nations, kingdoms, and a lot of people were more attached to a kingdom rather than a territory imposed by our colonial past. With that, I'll turn back to you two panelists, and kind of the concluding remarks of this. We're hoping to make it a multiple series because things are still unfolding as we're speaking right now. It's still an ongoing, very hot topic. So I was just wondering, I'll start maybe with you, Dr. Fiacre, and then have Madame Marie-Grace wrap us up. We saw president's meeting in Nairobi to talk about some kind of an EAC troop, some kind of a, negotiation. Give us some tentative foresight. How do you think where is this gonna go? Are we gonna finally bring peace in the Kivu with this troop, or is it are we just maybe just hopeful? Are we, like you said, just doomed to be, earlier you called the land of conflict, so there was a name you coined. So yeah, maybe Dr. Fiacre, can you tell us, they met in Nairobi, they might meet again somewhere. I know the Angolan president is always one of the facilitators of peace talks, but can you just give us some tentative in 3 or 5 minutes, tentative foresight of where is this gonna go? Thank you.
Thank you, Kyusa. I think, so the first time I saw President Tshisekedi come to power, and his first speech in terms of finding detente, appeasing the region. Now, I saw a rational head of state, he's a statesman, he did travel to Eastern DRC, and he met the head of state of Rwanda, President Paul Kagame. They met, and I saw that somehow these were two individuals who can hear each other and actually reason together rationally and be partners. Where, at least from the Congo side, we saw that he could be someone who probably was genuinely interested in promoting the interest of his people and bringing about peace. But with the recent events, unfortunately, I don't see this going away, because he's completely done a 180 degree around his initial message. And in this kind of events, again, when there's no trust between leaders and you're actually splitting the coalition of countries, you're allying, the alliances, the way they're being formed, it's one camp and another. And that is also a codified word if you analyze the problem through the ethnic lenses. So there is one group that believes that the Tutsi of Kivu problem is Rwandan. And by Rwandan, again, it's a coded word, as Grace said. So it's a Hutu versus Tutsi problem there. And Kenya, who is the mediator, unfortunately, I see them as this diffident leader. They're really not taking any position. They're not going to coerce anyone to take into region. Rwanda has serious concerns about its security, and I don't see Burundi caving in to accept that and be rational and reasonable and actually see that FDLR, but also the claims advanced by M23 are credible and they are worth listening to. Unfortunately, I don't see this round of talks, unfortunately, leading to anything. Perhaps maybe the Angola meeting will do that. But beyond the what's happening at the state or heads of state level, maybe what we can say on the regular ordinary citizen level is when the crisis in the Kivu happens, for people, especially young people and those people who are active on the internet, whenever they frame it as a Hutu Tutsi or Tutsi problem, actually they see it as the Tutsi, these foreigners coming in to displace them. It does not help. It actually exacerbates the problem. So for anyone interested in genuinely seeking some kind of dialogue, as at least to think through the problem together, this does not help anyone. It actually leads to dampening the problem. It doesn't help at all. And another way perhaps to see it is to consider the ways in which this geography is again entangled into each other. It's as a function of nature. There's nothing you can do about it. But I heard, and actually I read a report the other day when the two heads of states met first in Goma and then in Rubavu, that there is the amount of goods exchanged every week between the two countries is evaluated or estimated around $800 million a week. And that's just the 3 points in Rubavu, Bugarama, and Uvira on one hand, on the one side, and Uvira, Bukavu, and Goma on the other. That's just around $500 million every year. And multiply that by 5 or 10 years, and then multiply that with the 8 remaining borders of Congo that you have. That's it would be
a way that would radically transform, fundamentally alter the material conditions of the people, which actually are the regular people you see rising and making these claims are people who are economically disenfranchised, who don't have anything, who don't see anywhere. There's nothing else around them to keep their minds, really invested into solving and enabling and bettering their lives in such a way that actually ethnic and all other sorts of divisions that occupy their time actually uselessly and quite dangerously occupy them. So, and maybe there's another way that can happen. I saw the president of the Rwandan community in the northern Kivu the other day come out and give a press conference, and actually, it was a plea. He was not. He was interested in the well-being, and he talked about inter-community dialogue and making lives of the people together, and they reclaimed and they asserted the allegiance to the Congo, not Rwanda, that the question of M23 has to be separated from the ethnic conflict that's going on in the region. So there is a way maybe that everyone can channel their energy and all the bile that animates them toward the more economic and prosperity-seeking route, as opposed to dwelling on this conflict. Thank you very much, Dr. Fiak, bienvenue. Maintenant, à vous, Madame Marie-Grâce, pouvez-vous nous donner un aperçu après la rencontre à Nairobi avec les différents partis concernés, notamment le président Tshisekedi Tshilombo, président Kagame, président Museveni et président Salva Kiir, reçu par président Kenyatta Uhuru. J'aimerais savoir quel est quel avenir avons-nous dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année? Que pensez-vous? Vers où nous dirigeons-nous? Comme vous savez, il y a encore d'autres négociations qui sont en train de se passer. Donc, on est un peu curieux de savoir à quoi ressemble demain et peut-être même après-demain. C'est à vous. Oui, je pense que le grand joueur, c'est Étienne Tshisekedi lui-même. N'oubliez pas quand on a convoqué les chefs d'État pour chercher une solution ensemble et que avant ils avaient appelé même tous les groupes armés, n'oublie pas qu'ils ont exclu les M23 à la dernière minute. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Cela veut dire que au moment où parler de la paix et parler de l'application des accords entre le président Tshisekedi, entre la RDC et le groupe congolais M23, il y a toujours quelque chose qui se passe. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas que le M23 soit intégré à part entière dans la politique congolaise ou bien dans les affaires d'État, ou tout simplement rentrer chez eux. Parce que tout ce qu'ils réclament, c'est de rentrer chez eux, de faire entrer leurs réfugiés qui sont là depuis plus de 28 ans, et puis s'il y a des gens qui veulent faire de la politique, qu'ils aillent, et s'il y a des gens qui veulent cultiver la terre, et qui sont les bienvenus. C'est tout ce qu'ils demandent. Mais voilà qu'à la dernière minute, on les a chassés de cette rencontre. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas d'eux. De deux, Tshisekedi lui-même dit, voilà, moi je veux qu'il y ait une force de l'East African Community qui doit être là, mais sauf le Rwanda. Attendez. Sauf le Rwanda. Donc, cela veut dire quoi? Chasser tous les groupes armés, mais ne touchez pas au fait au FDRL. Parce que le FDRL est là. Si maintenant il autorise le Burundi d'aller à la chasse du Red Tabara, et s'il autorise l'Ouganda de courir après les ADF Nalu, et qu'il refuse maintenant que le Rwanda court après les FDRL,
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il veut perpétuer ce conflit. Moi, ce que j'attends la rencontre du président Kagame de Tshisekedi et les résultats de Luanda aujourd'hui. Moi, je crois que c'est la dernière chance. Ce n'est peut-être pas la dernière chance, mais je crois que cette fois-ci, se sont rencontrés à deux avec le médiateur. Finalement, Tshisekedi va dire ce qu'il veut au lieu de parler de l'invasion du Rwanda tout le temps et que personne ne l'écoute. La communauté internationale a fait savoir que ce n'est pas vrai. Il a traité le M23 de groupe terroriste et qu'il ne veut pas parler d'eux. Donc, cela veut dire que pour lui, le conflit peut se perpétuer. Comme je vous l'ai dit avant, ce n'est pas lui, ce sont ces généraux qui disent non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'eux, ils ont leur intérêt. Peut-être lui aussi, on ne sait pas. Moi, c'est ça qu'aujourd'hui, je me le demande. Mais bon, s'il n'y a pas cette solution, qu'est-ce qui va se passer si le M23 décide d'occuper Goma? Ça, je ne sais pas. Il y aura encore une énième rencontre. Je ne sais pas vraiment, mais quand même, moi, je préconise, si c'était moi, je préconisais la paix, bien sûr, entre les communautés, que les communautés quand même puissent vivre ensemble. Moi, je vois comment les Congolais ici vivent en paix et dans la, je ne sais pas comment, dans la liberté totale. Ils vont là où ils veulent, ils font leurs affaires et sans que personne ne les dérange. Et quand je vois maintenant de l'autre côté ce qu'ils font au Rwandais, je me demande. Donc, moi, je me dis, je suis pour la paix. Donnons la chance à cette rencontre entre Tshisekedi et M. le Président Kagame, avec la médiation de Lorenzo. Si ça ne va pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que les M23 vont rester là-bas, je ne sais pas, jusqu'à aller, je ne sais pas, à Goma, occuper Goma. Il y a même une troisième solution. Je ne sais pas si c'est la vraie, mais moi, je le préconise. Quand le président Tshisekedi ou bien les Congolais politiciens disent qu'il faut remballer le M23 chez eux au Rwanda. Non, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. S'ils veulent les renvoyer chez eux au Rwanda, ils vont avec leurs terres. Donc, cela veut dire qu'on va remettre en question ces espèces-là de frontières, le traçage des frontières. Ils ne peuvent pas chasser les gens sans leur terre. S'ils veulent chasser les gens, il faut qu'ils les chassent avec leur terre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis un peu diplomate, je ne suis pas diplomate comme mon frère, mais moi, je dis ce que je pense. Je crois que s'ils veulent envoyer le M23, qu'ils les envoient avec leur terre, cela veut dire le Rutshuru, le Masisi, même le Maniema, par exemple. C'est ça que je voulais vous dire. Sinon, tout le monde veut la paix. Moi, j'aimerais retourner au Congo comme je le faisais il y a une année, il y a 2 ans, voir mes amis. Il y a mes amis qui venaient ici. Mais j'aimerais quand même que cette amitié, ce lien qu'on a avec le Congo soit là. Mais si maintenant le commandant-chef suprême, M. Tshisekedi, ne veut pas de cette paix, alors il y aura la guerre et je ne sais pas s'il s'en sortira agrandi, je ne sais pas, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On va voir, mais moi je suis optimiste pour la paix, mais s'il n'y a pas la paix, alors faisons la guerre. On n'a pas le choix. Si on vous impose la guerre, vous la faites, n'est-ce pas? En effet, Madame Marie-Grâce, et merci beaucoup pour, s'il vous plaît, ne vous excusez pas, le franc-parler est toujours très apprécié, car des fois, comme vous savez, la diplomatie nous vend des fois peut-être des réalités qui sont trop complexes. Donc, des fois, un bon franc-parler, ça permet à nous autres qui sont extérieurs à toutes ces réalités au quotidien à mieux comprendre, Et donc, je vous en remercie beaucoup. Et comme vous l'avez dit, on vous le souhaite que dans un futur proche,
vous puissiez, comme auparavant, retourner vers ce pays d'enfance, l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo, ce pays qui vous a accueilli, ce pays dans lequel vous avez pu vraiment partager tant de bons souvenirs avec vos êtres bien-aimés. Donc, on vous le souhaite énormément et dans un futur, comme j'ai dit, très proche. Nous voilà, on est arrivé à approximativement 1 heure et quelques petites minutes. Et comme je l'avais dit, c'est la première partie de plusieurs séries, car on va continuer à suivre le développement de qu'est-ce qui se passe. On va continuer à suivre. Donc, j'espère que vous et Dr Fiacre, bienvenue, vous pourrez vous joindre à nous dans un futur proche avec peut-être d'autres panélistes aussi pour voir quels sont les développements. Et nous espérons, j'espère que je ne suis pas trop idéaliste, mais nous espérons que nous irons de l'avant dans la bonne voie, car on ne veut pas reculer, on ne veut qu'avancer. Et comme vous le savez, souvent, les politiciens ont leurs intérêts, les dirigeants ont une certaine vision, mais nous, on pense à la maman qui va de Goma à Rubavu tous les jours vendre ce qu'elle doit vendre. On pense au monsieur qui conduit son camion de Bukavu à Kiangougou et à d'autres régions. On pense aux gens de tous les jours, le peuple. Parce que le peuple, lui, finalement, c'est eux qui en souffrent le plus, car souvent, ces dirigeants sont là pour quelques mandats et après, ils continuent, alors que le peuple reste. Le peuple est là, le peuple ne change pas. Et on continuera à avoir des liens matrimoniaux comme on l'a fait pendant des siècles et des siècles. Et on continuera à vivre ensemble. Mais nous espérons que nos dirigeants vont nous donner un environnement propice à vivre ensemble et donner aussi des directives qui nous permettent de vivre dans la dignité, dans le respect, mais surtout dans l'amour et la paix. Donc, avec cela, encore une fois, chers panélistes, je vous remercie d'avoir pris ce temps pour partager. Merci beaucoup à vous aussi. Oui. Merci pour partager votre savoir. Et aux auditeurs, je vous dis à très bientôt. Et aussi, je remercie en régie M. Mouhoumouza qui, comme d'habitude, nous a permis d'avoir cet échange en direct sur YouTube. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, suivez notre page One Nation Radio sur YouTube. Et comme d'habitude, nous restons la radio de la diaspora, la radio qui essaie de vous amener les nouvelles sur place avec les experts dans les différentes régions à travers le monde. Sur ce, c'était Tiosanwari, votre modérateur, et je vous souhaite à tous paix et amour et j'espère vous revoir tous virtuellement ou en vrai dans la région ou dans le Rwanda, Rugari, qui est le Rwanda du Canada, le Rwanda des États-Unis, le Rwanda d'ailleurs. J'espère vous revoir tous à très bientôt. D'accord, merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup.